que les responsables qui l'avaient conçu ont pensé effectivement qu'aujourd'hui nous serons à la 3e édition. Dans le sens où il a fallu de la foi, il a fallu de l'investissement, il a fallu de la motivation, il a fallu de la mobilisation pour un secteur effectivement qui aujourd'hui au Maroc peine, celui de l'éducation nationale. Le Maroc malheureusement occupe les dernières places du classement mondial, non parce qu'il manque de capital humain, mais peut-être par une volonté politique qui ne va pas jusqu'au bout, probablement, qui n'est pas audacieuse. Mais heureusement qu'il n'y a pas que le secteur public pour faire avancer l'éducation nationale. Il y a également le secteur privé qui, lui, reste relativement indépendant dans ses idées, dans ses mesures, dans son action, et qui, effectivement, apporte à la jeunesse qui est face à nous un avenir, une réflexion sur son profil et sa carrière. Il est évident que, lorsqu'on cite l'université marocaine, on a l'esprit des années 80, qui étaient des années où peut-être vos parents sont issus de cette université, qui permettait l'ascension sociale, qui permettait de rêver, de gagner en méritocratie, de passer d'une classe sociale à une autre, de connaître l'ascension sociale, c'est-à-dire de réussir. Les enfants du peuple pouvaient réussir. Les années 90 ont été marquées par une politique d'arabisation qui, 10 ans après, en 2000, a montré toutes ses limites, notamment dans l'insertion au niveau de l'université et dans la difficulté que l'État avait de convertir, de traduire les programmes et de permettre effectivement aux élèves de réussir un post-bac. En 2010, aujourd'hui, nous faisons l'amer constat qu'il faut mettre en place une révolution culturelle, une révolution de l'esprit, par des moyens qui aujourd'hui sont capables de nous apporter et de permettre à notre pays, qui est un pays en voie de développement, eh bien de peut-être passer quelques obstacles et s'inscrire dans une éducation qui se voudrait démocratique, ouverte à tous. Je cite Internet. Je pense que tout le monde dans cette salle est connecté sur Internet par un réseau social, et par conséquent, il a accès à l'information. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la question de l'université, celle du XXIe siècle, celle de demain, celle qui devrait permettre à une grande majorité de Marocains qui sont très nombreux à ne pas avoir les moyens de financer des études privées, mais qui ont droit à l'éducation, car l'éducation fait partie des droits de l'homme. Aujourd'hui, je suis bien fier. Je me présente tout d'abord après cette introduction. Je suis Talal Shakir et je vais organiser effectivement la modération de cette table ronde qui a pour thème l'université du XXIe siècle et la cyberéducation. Avec moi, je ne serai pas seul, avec moi seront présents le professeur Albert Cohen Benabou, délégué interministériel pour l'éducation numérique en Afrique. Monsieur Benabou, bonjour. Je peux l'applaudir. Monsieur Abdel Komat, vice-président de l'université Hassan II Casablanca. Monsieur Komat, bonjour. Également, monsieur Khalid Brada, professeur universitaire, directeur de la cellule. Professeur monsieur Mohamed Bounani Atmani, vice-doyen de la faculté de médecine de Casablanca de pharmacie. Bonjour. Il me semble que nous recevons M. Khalid Brada, qui devrait nous rejoindre dans quelques instants, ce qui nous vient de Marrakech, et qui est directeur de la cellule innovation, pédagogique, expérimentation à l'université de Qadari. Alors, en attendant que les invités s'installent, il est important effectivement de rappeler, en effet, Monsieur Meraoui, bonjour, président de l'université Qadari. Bonjour à vous. Il était important de rappeler effectivement, pour que l'on puisse également donner la parole à nos invités, mais également d'orienter les débats dans le sens d'une université, celle de demain, qui se veut s'inscrire dans les nouvelles technologies. Nous suivons beaucoup le programme français, et c'est vrai que la France a été un modèle pour le Maroc dans l'enseignement secondaire et puis universitaire, et qui, elle aussi, s'inspire du modèle américain dans l'institution des MOOC, c'est-à-dire de la massive Open Online Course, c'est-à-dire sont des cours en ligne. Nous sommes en train de vivre un moment important dans l'histoire de l'éducation nationale, c'est-à-dire que tout individu capable, volontaire, peut se connecter à un réseau et assister à un cours. Et en juin prochain, l'université de Floride, aux États-Unis, dans l'État de Floride,
va décerner les premiers diplômes en ligne. C'est-à-dire que n'importe qui d'entre vous, dans n'importe quel lieu du royaume ou d'Afrique, parlons beaucoup des pays en voie de développement effectivement, qui sont en peine de moyens techniques, peuvent se connecter et assister à un cours. Les diplômes seront délivrés dans le futur sans avoir assisté à aucun cours. Le cours se déroulera effectivement sur Internet. Premier point, effectivement, concernant le débat, il va s'agir effectivement des objectifs et des spécialisations, les objectifs et les moyens que, effectivement, met en place l'université, comment y accéder, quelle voie de concours, quel diplôme on peut avoir, sachant que l'université marocaine, eh bien, elle représente aujourd'hui le seul noyau encore capable de répondre à une qualité. Parce qu'on sait bien la difficulté que vit le secteur secondaire. Aujourd'hui, l'université, dans son niveau de master, présente encore un produit de qualité. Objectif, origine, concours, formation. Effectivement, grande question. Comment effectivement on conçoit cette université du XXIe siècle? Comment vous, en tant qu'acteur éducatif et politique aussi, puisque l'éducation est politique, vous percevez cet avancement? Monsieur Coban. Bon, peut-être c'est son je prends le relais. Très bien. J'ai pas entendu la question. La question est globale. Nous ferons un point sur les objectifs et les moyens, effectivement, laquelle peut se doter l'université du XXIe siècle. Comment on conçoit cette approche? Comment l'université marocaine se prépare-t-elle pour ce lendemain? Alors, d'abord, bonjour à tous. Et en tout cas, je suis très content de voir autant de jeunesse qui va probablement alimenter d'abord nos universités et ensuite notre pays en cadre et en citoyens patriotes. L'université marocaine, pour parler d'elle particulièrement, aujourd'hui elle compte pratiquement 600 et quelques mille étudiants sur le plan national, y compris public-privé. Et nous allons probablement en 2017-2018, nous serons, Inch'Allah, plus d'1 million, parce que c'est ça l'effectif normal d'un pays comme le nôtre pour se comparer à la Tunisie, à l'Algérie, enfin en tout cas les pays comparables. Et si un jour on est dans une dimension encore plus internationale et plus intéressante, nous serions normalement 1,5 million. Alors bien évidemment tout ça suppose de pouvoir être en phase avec ce qui se fait dans le monde. Je rappelle juste que nous tous, et surtout les plus vieux d'entre nous qui sont là, lorsqu'on a fait les études, on a subi, je dis bien subi, cours, travaux dirigés, travaux pratiques. Et ça, c'est une forme de pédagogie que nous appelons aujourd'hui linéaire et j'allais dire, figée. Et que lorsque vous allez en cours, souvent, vous êtes simplement en train d'écouter et de recopier. Et de recopier, puis vous allez vous dire, tiens, je vais comprendre plus tard, lorsque je vais à la maison, je vais essayer de travailler et je vais comprendre. Et en réalité, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce n'est plus un bon système. Et les précurseurs sont les Américains. Et ils ont commencé en quelque sorte à mettre un peu moins de cours magistral, dans lequel il n'y a pas vraiment d'interactivité. Et ils essaient de consacrer plus de temps dans l'interactivité et dans le travail avec vous, avec les étudiants. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'avènement qu'on a cité tout à l'heure, qu'il y a l'avènement de tout ce qui est MOOC, de tout ce qui est scénarisation de cours, pour gagner du temps et le mettre à disposition et en face des étudiants. Donc nos universités, l'université marocaine, elle a la chance aujourd'hui de ne pas pouvoir attendre 10 ans plus tard pour recopier un système. Aujourd'hui, on est en phase et on peut tout de suite gagner en quelque sorte le temps pour être au même niveau que les autres pays. Et ça, grâce bien évidemment à vous, parce que vous manipulez encore plus ces technologies-là que les anciens. Et donc l'université se doit d'être en quelque sorte en synchronisation avec ce qui est en train de se passer dans le monde. Donc l'université marocaine, en ce qui concerne le numérique, elle n'a pas le choix. C'est pas j'allais dire, un dessert, c'est un plat de résistance et que nous devons absolument y aller. Et je donne juste quelques chiffres, peut-être qu'on continuera plus tard, quelques chiffres.
une université comme l'université Qaderia, l'université de Casablanca est pratiquement dans les mêmes problématiques. 63 000 étudiants et 38 000 places. Donc on aura 42 000, 43 000 places, etc. Et nous avons 1400 enseignants-chercheurs. Et je compare à une université française, elle a le double d'enseignants-chercheurs, et bien évidemment, le nombre de places ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc nous n'avons pas le choix que d'aller vers le numérique, d'abord qui va favoriser la réussite, mais qu'en même temps, il permet aussi de pouvoir répondre à cette attente et à cette jeunesse qui arrive. Mais on continuera peut-être plus loin pour développer un peu plus ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Thomas, vous êtes sur Casablanca un pôle important, un carrefour important aussi des étudiants et un poids national. Comment se présente effectivement quand on accueille des élèves qui viennent d'un système où d'abord on en connaît les limites, mais surtout sont d'une nouvelle génération avec une approche plus facile des technologies, de nouvelles technologies. Comment vous les accueillez, comment vous leur parlez, qu'est-ce que vous leur proposez? Merci. En fait, je voudrais quand même revenir un peu sur l'introduction que vous avez faite avant d'enchaîner sur la question. En évoquant l'université du 21e siècle, je voudrais que... Donc, l'homme est fondamental pour, bien évidemment, bien s'ancrer dans cette dynamique qu'on connaît, le monde dans son intégralité. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de l'homme, ce n'est pas l'homme pris au sens limité, mais c'est l'homme en tant que compétence, en tant que savoir, savoir-faire et savoir-être. Et tout cela passe par de la formation, passe par l'université au sens large. Donc il est très important que vous compreniez, avant d'intégrer le monde universitaire, que vous êtes en train d'intégrer un milieu qui va vous permettre de continuer la construction de votre profil pour une meilleure intégration dans un monde en pleine mutation dans lequel le savoir joue un rôle fondamental. Bien évidemment, l'université connaît des mutations. Et le président Melawi a évoqué aujourd'hui la question de la massification que nous vivons aujourd'hui, des facultés des sciences juridiques, économiques et sociales au Maroc, des facultés de droit et des facultés de sciences tournent autour entre 10 000 et 20 000 étudiants, avec des taux d'encadrement de 1 sur 100 jusqu'à 1 sur 200, 240. C'est très faible en termes d'encadrement. Et donc, bien évidemment, nous sommes obligés d'imaginer d'autres modes organisationnels pour assurer, en fait, cette formation le plus personnalisée possible. Parce que là également, c'est un contraste, c'est l'enseignement des masses n'est plus aujourd'hui judicieux, ne permet pas de bien former la compétence que j'ai évoquée tout à l'heure. Il faut aller vers l'encadrement personnalisé, vers un soutien individualisé, et ça on ne peut pas le faire devant des masses. L'enseignement à distance, la cyberéducation est un moyen. C'est vrai qu'aujourd'hui peut-être on n'a pas des réponses toutes construites, mais on a des expériences qui sont en train aujourd'hui d'être mises en place. Donc Melawi a évoqué le cadre Qaderia. Au niveau de l'université Hassan également, nous avons des expériences, Nani va les évoquer tout à l'heure, mais il y a une dynamique de plus en plus pour intégrer tout ce qui est cyber au niveau de nos approches d'enseignement. Merci. Je m'adresse à M. Benamou qui effectivement est dans le programme lui-même, les MOOC en France et tout ce travail effectivement qu'on souhaite apporter, notamment dans les programmes de pays en voie de développement, pour démocratiser. Quelle lecture vous faites effectivement de ce projet futuriste? Le problème est en fait toujours paradoxal. On parle de la massification avec l'arrivée des MOOC, parce qu'il faut répondre à la massification de la demande. Donc il faut que, quand il y a une massification de la demande, le nombre d'étudiants et le besoin de former un plus grand nombre de gens pour devenir compétents, pour accéder au savoir, donc il y a une massification de la demande. Et il faut qu'il y ait une massification ou un système pour répondre à la massification de la demande qui permette raisonnablement de gérer cette demande. Donc, si la massification de l'offre, c'est-à-dire l'offre des systèmes universitaires présentiels face à face, est débordée, comme on vient de l'entendre ici, mais considérablement ailleurs.
Moi, je travaille beaucoup pour les pays en voie de développement, pour les pays vraiment du sud-sud, dans lesquels les moyens de répondre à la demande, à la massification de la demande, sont considérablement insuffisants. Donc, l'espoir que nous avons tous, c'est que, d'une certaine manière, pour répondre de manière cohérente et intelligente à la massification de la demande, il faut avoir un outil de substitution pour que l'offre puisse se démultiplier correctement et que les étudiants, qu'ils soient des jeunes étudiants comme vous, mais aussi parce qu'on apprend maintenant tout au long de la vie, et quand vous allez avoir un diplôme, peut-être dans 10 ans, ce diplôme, si vous en restez au stade des connaissances que vous avez acquises aujourd'hui ou demain, eh bien, dans 10 ans, ce diplôme n'aura quasiment plus aucune valeur. Donc il faudra que vous continuiez de vous former derrière. Donc si, quel est le moyen? Eh bien, il semblerait que on puisse avoir par le numérique, par les outils numériques, par la démultiplication par le système numérique, de l'offre numérique, on pourrait peut-être mieux répondre à cette massification de la demande. C'est un espoir. Il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas aussi... c'est pas on appuie sur un bouton et le problème est réglé. Le problème est complexe. Et c'est facile, même si on n'est pas enseignant, de bien comprendre que qu'est-ce que nous essayons d'évaluer, nous, entre collègues, professeurs, présidents d'université. On veut que le système de formation permette aux étudiants d'accéder d'une part à un niveau de connaissance, être capable de passer des examens validés par le système universitaire, et puis ensuite qu'ils soient compétents pour répondre aux besoins de la population dans les métiers qu'ils auront choisis. Et donc il va falloir que ce système nouveau de formation à distance, en grande partie à distance, on va, tout de suite, quand on dit formation à distance, on va bien comprendre qu'il y a des moments où c'est pas forcément à distance que vous allez savoir opérer quelqu'un du cœur. Il va falloir, il y a un moment où il faut que vous mettiez les mains et que vous avez un savoir concret. Entre collègues médecins, on sait très bien, mais dans tous les domaines, c'est pas seulement la médecine. Il y a un moment où il va falloir faire un mélange entre le système de formation dit virtuel, dit à distance, plus ou moins encadré. Alors, on reparlera des MOOC, parce que les MOOC, tout le monde en parle, mais il y a plein de choses derrière qui sont très compliquées, très hétérogènes. Mais il faudra quand même avoir des outils de ce qu'on appelle des systèmes mélangés, hein, d'hybrides, où il faut qu'il y ait à la fois une amélioration du niveau de formation des grands nombres, hein, par le numérique à distance, plus ou moins encadré, et là on va revenir sur les MOOC, parce qu'on ne devient pas auto-enseignant facilement tout le temps. On a besoin d'être conduit. On a besoin d'avoir des professeurs. Alors qu'ils soient des professeurs comme moi en face de vous, mes collègues, mais vous allez avoir un tuteur. Alors c'est quoi un tuteur? Est-ce qu'il a les mêmes niveaux que le professeur, le grand professeur de l'université? Ou est-ce que c'est quelqu'un un peu plus âgé que celui qui commence à travailler et qui va l'aider à passer les premières étapes pour acquérir les compétences? Vous voyez, donc le problème est très très complexe. Alors il y a un grand espoir sur l'université, ce qu'on appelle la cyber-université, je ne sais pas si c'est un très bon terme, parce que c'est pas complètement, on n'est pas dans le monde cybernétique complet, on est dans le réel. Hein, et donc il faut, c'est pas seulement du virtuel, il faut avoir connaissance de l'homme, du partage, ce qu'a très bien dit Monsieur le Vice-président, c'est ça le... Donc, apprendre le mélange de la modernité et de l'héritage du passé. Et je crois que quand on est en même temps dans un pays de culture arabophone, arabe, avec tout ce qui se passe derrière les valeurs de l'islam, je crois que c'est très important de ne pas perdre au travers de la modernisation du système d'enseignement les valeurs ancestrales qui vous ont animé jusqu'à présent. Et je parle pour cette culture, on peut en parler pour la culture judéo-chrétienne ou pour d'autres cultures asiatiques universelles dans le monde. Ce n'est pas un appauvrissement par la mondialisation de la pensée, mais c'est un enrichissement qu'on peut espérer avec ces outils de ce nouveau siècle.
Justement, j'ai vu réagir monsieur Mounami, qui vous êtes vice-doyen de la faculté de médecine. Justement, votre domaine est plus sujet quelque part au numérique et aux nouvelles technologies. Qu'est-ce qui vous avait fait sursauter par rapport à ce qu'a dit monsieur Benamou? Merci monsieur Chaquet. En fait, j'allais juste prendre la parole pour faire un petit ajustement. Quand on parle de moyens, effectivement, monsieur Benamou, je vous remercie d'évoquer ce problème de réponse de massification de l'offre par rapport à la demande, mais notre grand défi en fait c'est d'assurer au moins une qualité aussi acceptable que ce que nous avons maintenant. Ça veut dire que ce n'est pas le problème uniquement de moyens, on peut très bien faire du MOOC partout, mais qu'est-ce qu'on a en output? Qu'est-ce qu'on aura comme produit? Par exemple, quand on parle de médecine, ce futur médecin, quelle est sa qualité? Donc quel est le retentissement de l'enseignement et de la pédagogie entretenue par un enseignement à distance? Alors, bien sûr, on comprend très très bien. Alors là, je rebondis rapidement vers les problèmes, parce que ça me tient à cœur de le dire. C'est très important dans le milieu, par exemple, hospitalier. La formation, nous avons énormément de problèmes avec la massification aujourd'hui. Nous avons des groupes d'étudiants, d'externes, qu'on appelle externes, qui ne peuvent pas être tous les jours, dans le milieu hospitalier. Dans les stages, c'est pas possible. Donc là, le numérique apporte un plus, et on va en parler peut-être tout à l'heure, quelle est sa part. Donc, mais toujours une adéquation en fonction de qu'est-ce qu'on veut. L'objectif est très très important, j'insisterai pas assez pour dire qu'est-ce qu'on veut exactement. On n'utilise pas les mots pour les utiliser uniquement, on les utilise pour répondre à un besoin qui émane de notre situation. Et c'est important de le souligner. Et ce qui est plus important de souligner effectivement dans votre logique, c'est que quelque part, eh bien, l'enseignement MOOC ne doit pas remplacer l'enseignement élémentaire, il le complète, c'est bien ça, monsieur Méloï, président de l'Université Badayat. Oui, non, moi je voudrais juste recadrer. D'abord, concernant la massification, il ne faut pas qu'on le voit comme comme un point négatif. Moi je dis souvent, parce que c'est une fête qu'une proportion très importante de nos concitoyens arrive à l'université. C'est un bonheur. Et le fait de faire la numérisation ou de faire le MOOC, en tout cas dans ma conception, il ne s'agit pas de dire je veux répondre à la massification. Non, nous sommes en train de vivre une révolution pédagogique. J'ai bien insisté tout à l'heure sur, on faisait cours TD, TP, et ils sont souvent, lorsque vous êtes à l'université, c'est souvent dissocié. Vous faites le cours aujourd'hui, et peut-être 2 jours après, vous faites les travaux dirigés, et peut-être 3 jours après, des déplacements, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, le concept lorsqu'on numérise, lorsqu'on fait en quelque sorte un peu une rupture par rapport à ce qu'on faisait comme enseignement, c'est de dire un jeune qui écoute, je ne sais pas, par exemple, je prends en électricité la loi d'Ohm, il va avoir le chapitre sur la partie théorique, et dans le scénario, on va faire des travaux dirigés qui se suivent, et tout de suite après des travaux pratiques. Alors qu'aujourd'hui, on est sclérosé. Je fais 2 heures de cours, je fais 2 heures de TD, je fais 2 heures de TP. Mais quand on fait quelque chose de scénarisé, on est libre. Et on peut vraiment inventer la pédagogie. Et le but, c'est celui-là. C'est pas introduire le numérique pour l'introduire, c'est d'introduire le numérique pour que le jeune puisse comprendre et ne vient pas simplement pour recevoir quelque chose, mais pour comprendre et aller plus loin. Donc c'est effectivement une massification, mais en même temps qui apporte une vraie démocratisation du système scolaire dans la pensée. Monsieur Benamou, nous présentons dans quelques instants les diversités, spécialisations de métiers. Est-ce que le système MOOC peut couvrir quasiment tous les domaines? On sait qu'en France, il couvre un certain nombre de matières qui sont relativement majoritaires aujourd'hui. C'est peut-être un peu difficile d'avoir un peu de calme. Vous arrivez des départs en même temps. Veuillez vous installer s'il vous plaît rapidement. Merci, la conférence a débuté il y a une trentaine de minutes. Merci.
son est là. Les objectifs en fonction de la population cible, en termes de vulgarisation, en termes d'enseignement qui adresse les questions spécifiques. Alors, je vais peut-être redémarrer, pardon, parce que je... Les médecins. On essaye de faire en direct, c'est ce que c'est l'enseignement numérique universitaire aujourd'hui, venant en particulier des pays en développement, en particulier de l'Afrique francophone subsaharienne. Là, je vous montre un petit film qui prépare une formation sur une maladie extrêmement grave, qui est le paludisme, que vous connaissez, et pour laquelle il n'y a pas aujourd'hui de vaccin. Il n'y a pas de. Le collègue, le professeur de médecine de Bamako, du Mali, qui est un grand chercheur, travaille sur ce domaine depuis un grand nombre d'années. Et il est en train d'expérimenter les premiers tests de ce vaccin dans beaucoup de pays du monde. Alors c'est un grand enseignant, c'est un grand chercheur, et il essaye, on peut montrer qu'aujourd'hui, avec la volonté de partager au travers de ce qu'on appelle un MOOC, un enseignement massif, ouvert, gratuit, pour l'ensemble des étudiants de la planète, eh bien, c'est possible de faire expliquer des choses très difficiles par les meilleurs savants aujourd'hui pour tout le monde. Donc vous voyez, c'est le sens de l'université du XXIe siècle vers laquelle on peut aller, c'est-à-dire une université ouverte, libre et gratuite, offrant le meilleur du meilleur enseignement pour tous. Alors ce petit film est simplement, vous allez entendre, je ne sais pas si le son est perceptible dans la salle. Donc on espère trouver le vaccin contre le paludisme, ça fera ça. Et vous avez le professeur Okubara Dumbo. Voir les objectifs en fonction de la population cible, en termes de vulgarisation, en termes d'enseignement qui adresse des questions spécifiques pour des infirmiers, pour des sages-femmes, pour des médecins, pour les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, mais aussi pour les formations dans les écoles de médecine et de pharmacie, dans le système licence, master, doctorat, que nous avons développé ensemble. Voilà, il est extrêmement important pour nous, avec l'expérience qu'on a au MLTC, que cet enseignement doit répondre aux besoins non seulement des apprenants, aux besoins de la population, mais aussi du corps professionnel dans le plan de carrière. Je l'explique. Toute formation aujourd'hui qui ne se positionne pas dans un plan de carrière dans le système LMD, avec des unités de valeur, avec des certifications, n'est pas motivante. Donc, on motive l'ensemble des partenaires. Il faudrait qu'on mette ce processus d'intégration dans le LMD. Voilà. J'arrête le petit film là, c'est simplement pour vous montrer que l'enseignement n'est pas un enseignement obligatoirement venant des pays du Nord qui s'adresse aux pays du Sud, mais les pays du Sud, les universitaires de tous les pays du monde, et même des pays en développement, sont en train d'entrer dans un écosystème de partage. Et ça, c'est vraiment, pour vous qui êtes de jeunes étudiants, je crois que c'est le message clé. C'est-à-dire que l'accès à la connaissance vous soit ouvert le plus largement possible. Alors, évidemment, il vous faut un certain nombre, Monsieur le Président de l'Université, mes chers collègues, tout ça n'est possible qu'à condition que vous ayez accès à la technologie, que la technologie soit le moins cher possible, que la connexion dont vous avez besoin pour assister à ces cours en ligne, etc., soit de bon niveau. Et tout ceci, c'est un co-développement complet d'un système complexe, mais qui va permettre à tous les étudiants du Maroc, de toutes les catégories sociales, pas forcément uniquement de ceux qui sont le plus favorisés, qui peuvent venir travailler dans cette école, dans ces écoles-là, mais de l'ensemble du système universitaire et scolaire marocain, puissent accéder au meilleur du meilleur pour tous. Et c'est ça le sens qu'on doit comprendre dans l'évolution vers ces fameux MOOC,
mais on pourrait discuter longtemps sur, parce qu'il y a des MOOC, et il y a toutes sortes de sous-MOOC, et il y a des SPOC, et vous verrez, il y a un grand nombre d'acronymes qui naissent autour de ça, parce que quand on dit massif, ça veut dire quoi? Un cours massif, c'est 100 000 étudiants, c'est 10 000, c'est 3 000, ça dépend de la cible qu'on a. Ce qui a été surprenant dans l'aventure des MOOC issus du MIT et de Stanford, c'est qu'un cours très compliqué d'informatique développé a été lancé par un collègue de l'université du MIT. Ça a été mis en ligne gratuitement. Un des grands noms, comme le professeur Dumbo, que vous ne connaissez pas, mais demain tout le monde le connaîtra, parce que c'est un type extraordinaire. C'est un savant, et il se met à la disposition de tous, même des plus simples. Il va parler simplement à tout le monde. Et bien là, le collègue du MIT, il a mis son cours en ligne. Il dit, allez-y, ceux qui même me suivent. Il a eu 150 000 étudiants qui se sont inscrits du monde entier. Extraordinaire. D'où le nom de Massif Open Online Course. Mais ensuite, eh ben, on est en train de connaître une variété de MOOC qui va conduire à ce qu'on appelle les SPOC, c'est-à-dire les Small Personal Open Course, et qui vont entraîner des gens sur des pistes un peu fermées, étroites, sur lesquelles ils auront également des outils de travail pour atteindre des niveaux de formation avec une qualification, avec une certification. Et les présidents d'universités qui sont là, leur préoccupation c'est de vous donner un diplôme qui vaille quelque chose après sur le plan du marché du travail. Voilà, pour résumer un petit peu le processus. Alors la France fait partie des équipes qui lancent le processus des MOOC avec notre ministre de l'Enseignement supérieur. En France, en francophonie, on s'est dit que quand on a vu qu'il y a actuellement 5 millions d'étudiants du monde entier qui sont inscrits dans un cours qui s'appelle Coursera, qui est issu des Américains et qui est développé maintenant par un certain nombre d'universités européennes, en particulier en Suisse, à Lausanne. Eh bien, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser partir le mouvement des MOOC anglophones et de plus en plus traduits dans toutes les langues du monde, comme ça, et qu'il fallait que la France, et notre pays, contribuent à ce mouvement. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de créer un programme qui s'appelle France Université Numérique, FUN. Tout le monde va s'en souvenir, c'est fun, c'est rigolo, ça passe. Et on va se souvenir qu'on va avoir accès assez simplement, gratuitement, à des formations plus ou moins diplômantes. Et là, on débat là-dessus. Et avec les présidents d'université, c'est un vrai sujet. À quel niveau de certification et de diplomation, dans quel système on intégrera les cours suivis sur des plateformes internationales. Et ça pose le problème de comment on va faire pour valider dans un diplôme marocain, par exemple, dans votre université, chers collègues, comment vous êtes un étudiant qui va se connecter, qui va suivre un MOOC, est-ce que vous allez lui donner des crédits pour atteindre son niveau de formation, sa licence ou son niveau de master? Voilà, la réponse appartient au président de l'université. Justement, je vais sur ce qui a été dit, effectivement. Oui, non mais je pense que la parole à M. Coman pour la question. Je pense que pour que les jeunes comprennent je pense qu'ils ont déjà visité un certain nombre de sites, ce MIT, en tout cas mon fils qui vient d'avoir son bac, il m'a fait découvrir ça il y a 2 ans. C'est né, si vous avez suivi ou si vous faites une recherche un peu sur Google, l'idée première est née d'un jeune indien qui est parti faire des études et qui a laissé sa petite sœur toute seule dans la campagne. Puis voilà, elle avait internet et puis il voulait l'aider, continuer à suivre avec elle, qui était au collège, suivre avec elle les cours de maths, les cours de physique, etc. Et il a utilisé un moyen sur internet et il a commencé à filmer simplement en train d'écrire sur une petite table, une petite feuille, et lui explique, tu fais ci, tu fais ça, etc. avec Skype. Et puis voilà, et les cours ont été enregistrés, et puis ça a donné un petit peu tout ça. Ça veut dire qu'elle avait un professeur qui était son frère, qui était de l'aider à comprendre les maths, la physique, en tout cas tout ce qu'elle faisait. Et avant, il était avec elle, donc maintenant il est parti à l'université, il était là. Et ensuite, ça a donné un peu les idées. Et les premiers, c'est quelqu'un du MIT qui a commencé à se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est un professeur? C'est un acteur qui connaît la science. Et quand il l'a fait devant les élèves, des fois, il y en a qui ne comprennent pas.
Il y en a qui sont absents. Ou alors, il y a quelqu'un qui, quand vous faites 2 heures de cours, nous savons que vous êtes présent en réalité pendant 40 minutes. Le reste, ben, il y a toujours des allers-retours, etc. Voilà. Donc je vois que tous... Et donc on sait que l'attention des élèves, elle est limitée dans le temps. Et donc il s'est dit, ben, je vais filmer un cours, et celui-là, je vais le donner à tout le monde. Et c'est parti ainsi. Alors le vrai MOOC, c'est quoi? Le vrai MOOC, c'est... Je fais des cours toutes les semaines. Et vous allez vous connecter toutes les semaines, vous avez votre mot de passe qui est gratuit. Hein, si vous allez sur Coursera, vous allez sur PDX, etc. Et vous allez toutes les semaines suivre le cours comme si vous arrivez à l'amphi. Mais en réalité, vous êtes chez vous, vous êtes à distance. Ça, c'est le vrai MOOC. Et puis à la fin, on fait un examen et on dit, vous êtes certifié, vous n'êtes pas certifié, etc. Et puis il y a un autre MOOC que nous, l'Université Qadahiyya, nous avons choisi parce que le premier MOOC ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on a choisi comme MOOC, c'est de dire le professeur va faire le scénario de tous les chapitres, de tout le module. Le module, il fait 20 à 30 heures par semestre. Et bien, il enregistre tout en vrac. Et puis, on prend le DVD. Ou bien, si vous allez maintenant sur le site web de l'université qui s'appelle uca.ma, universitéqadahiyya.ma, vous allez tout de suite rentrer, si vous avez votre PDA, enfin vous avez votre smartphone, vous allez tout de suite rentrer sur le site et vous allez voir tous les cours que nous avons offerts, qui sont offerts aujourd'hui. Alors aujourd'hui sur le site web, il va y avoir une vingtaine à peu près de modules, pas de chapitres, de modules. Et chaque module, ben, il fait en quelque sorte les chapitres qu'il faut. Et donc, nous le donnons au début du semestre. Et l'étudiant, le professeur va manager un peu son cours, il va dire aux étudiants, il a plusieurs manières de faire. Il va dire au professeur, il va dire aux étudiants, vous voyez le cours avant de venir. Et à ce moment-là, on va profiter de notre séance pour travailler ensemble, pour donner le cours que lui souhaite. Et lorsque vous arrivez en classe, il va faire le supplément ou le complément de ce qu'il vous a donné. Et puis il y a des professeurs qui vont vous dire, moi je vous donne tout le cours et je ne suis pas censé en parler lorsque vous arrivez à l'amphi. Et je vais vous faire des études de cas, je vais vous faire des exercices de groupe, etc. Et on va commencer à discuter. Et puis il viendra le temps où le professeur va vous dire, je vous ai donné le cours. Et la séance de cours n'existe plus pour moi. Je vais me travaux dirigés ou la travaux pratiques, je me coule comme plus longtemps. Et c'est ça l'apport du numérique. Ne nous le faisons pas pour dire vous êtes nombreux, on ne sait pas quoi faire avec vous, etc. C'est pas vrai. On voudrait faire une rupture sur le plan pédagogique. On voudrait voir quel est le moment où vous êtes attentifs pour nous avoir la formation qu'on souhaite faire. C'est ça le but principal. À condition, bien évidemment, que nous, professeurs, on joue tous le jeu. Et maintenant, pourquoi on le fait, nous, à l'intérieur de l'université? C'est parce que nous savons que vous, les étudiants, vous préférez vos profs. Parce que c'est lui qui donne l'examen, parce que c'est lui qui a la sensibilité de ce qu'il veut vous transmettre, etc. Mais vous trouvez beaucoup de choses en anglais, hein, sur le site web. Vous pouvez aussi trouver des choses en français. Et par exemple, les pays francophones aujourd'hui, à travers l'Agence universitaire de la francophonie et à travers FUN, nous sommes en train de mettre en place une plateforme avec les cours à disposition de tout le monde. Et aujourd'hui, ce que nous on a fait au niveau de l'université Qadahiyya, c'est pas que pour nos étudiants. Vous allez voir que vous-même, si vous êtes en terminale, il y a des cours que vous allez trouver à l'intérieur que vous allez trouver intéressants pour vous. Par exemple, l'initiation en mathématiques, la traduction, par exemple, de termes de français vers l'arabe et de l'arabe vers le français. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont faire l'examen, hein, qui vont faire plutôt le lycée en arabe, et ensuite ils arrivent chez nous en français. Donc, et on fait aussi, là par exemple, c'est un exemple d'une professeure qui fait des travaux pratiques. Et les travaux pratiques, quand vous êtes 24 ou 25, ben, c'est difficile à ce que tout le monde manipule. Et puis il y a aussi des jeunes qui n'osent pas. Par exemple, des travaux comme ça, lorsqu'on va disséquer une poule, lorsqu'on va disséquer une grenouille, etc., ben, il y a des jeunes qui n'osent pas. Par contre, là, on va leur montrer ça de manière concrète. Et il suffit simplement que vous ayez votre smartphone
ou bien vous allez à l'université et on est en train de mettre en place des ordinateurs, vous venez juste avec votre écouteur. Vous avez du temps libre, donc on met du Wi-Fi à l'intérieur de la fac, et puis vous pouvez avoir votre tablette, vous pouvez avoir votre smartphone, et vous écoutez, et vous êtes en train de voir l'image, vous êtes en train de... Ça c'est simplement pour dire, je n'ai pas suivi, je n'ai pas compris, et bien maintenant je vais continuer à le faire. Ou alors je ne comprends pas bien le français parce que l'amphi est trop élevé, parce que je ne l'ai pas bien entendu, parce que vous savez quand une langue n'est pas maternelle, et bien des fois on ne comprend pas bien. Donc la philosophie générale c'est celle-là. Alors après viendra le temps de la certification, comme ce qu'ont fait les Américains. Ils font suivre le module à énormément de gens dans le monde entier, et après ça leur permettra de sélectionner les meilleurs pour les amener dans les laboratoires, pour en faire des gens qui vont travailler, qui vont inventer, qui vont innover, parce qu'ils cherchent les meilleurs dans le monde. Nous, on a la chance aujourd'hui, on a la jeunesse. Il y a des pays qui cherchent cette jeunesse, qui veulent la payer. Et c'est pour ça qu'ils ont fait toutes ces plateformes gratuites. Donc, une université marocaine n'est pas dans les mêmes problèmes. Nous, on a besoin à ce que vous compreniez, à ce que lorsque vous étudiez un module, lorsque vous étudiez un principe, je parle par exemple de la loi de Newton, la physique en général. On peut vous l'expliquer comme on veut, dans un tableau, comme on veut. Par contre, si on vous l'explique sous forme d'une vidéo, et puis on vous met une expérimentation réelle, que vous voyez, que vous revoyez, vous allez finir par comprendre la méthode, et c'est plié. Souvent l'étudiant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vient en cours et il subit, il est inerte. Alors que vous venez en cours, vous devez absolument profiter. Sinon, vous avez perdu votre séance. Et le mot pour la numérisation sert à ça. Il faut qu'on soit interactif, qu'on ne vient pas pour rien. Voilà le but général. Mais je vous invite à aller voir uca.ma. Vous allez comprendre, à l'intérieur, il y a une vingtaine à peu près de modules. Et chaque module, il y a une dizaine de chapitres. Et vous allez prendre chapitre par chapitre. Et vous allez prendre juste la partie qui vous intéresse. Et comme ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Uniquement à l'utilisation des nouvelles technologies. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont versés dans les nouvelles technologies. Et donc même en termes de possibilité de passer des messages plus impliqués, le prof ou l'université, sur ce plan-là, bien évidemment, la moitié du chemin n'est pas couru. Bon, maintenant, le reste, bien sûr, il faut des plateformes. Donc, pour abriter ces cours, il faut bien évidemment qu'il y ait accès à Internet, parce qu'on passe forcément par Internet. Et comme l'a dit le président Miraoui Soir, les étudiants, et c'est le cas de la majorité, ils ont déjà accès de par leur ordinateur, leur smartphone, l'Internet. Sinon, les universités font de plus en plus d'efforts pour mettre en place à l'intérieur des universités des espaces numériques favorables à ce genre d'enseignement. Il y a tout d'abord, bien sûr, le matériel informatique, il y a l'accès à Internet à travers des Wi-Fi qui aujourd'hui, les espaces numériques, pratiquement, ils sont tous touchés par l'accès à l'Internet. Et donc, ce sont essentiellement sur le plan technologique ces dimensions-là. Bien évidemment, il y a l'autre acteur fondamental de cette dynamique, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que, vous savez, les enseignants, il y en a certains qui ont 30 ans, 35 ans d'enseignement. C'est pas évident de changer d'approche du jour au lendemain. Bon, il y a une nouvelle génération d'enseignants. Et je crois qu'à ce niveau-là, les choses commencent à prendre. Parce que, du fait qu'on commence par une première expérience, et puis il y a de la sensibilisation, il y a de la communication, je crois que l'assiette est en train de s'élargir. Nous, on l'a vécu au niveau de notre université, où on a eu 3 à 4 porteurs de projets par établissement, qui ont initié des expériences au niveau de la faculté de médecine, au niveau de la faculté de lettres, au niveau de la faculté de droit. Mais aujourd'hui, autour de ce noyau dur, de plus en plus, il y a des enseignants qui sont demandeurs et qui intègrent un peu cette dynamique. Donc ce sont un peu les conditions. Vous êtes effectivement vice-doyen de l'université de médecine, il y a une praticité effectivement qu'on apporte. Comment conjuguer finalement tous ces facteurs? À vrai dire, moi j'avais une question à poser pour les étudiants ici présents.
avant de répondre à vos questions, bon, vous avez entendu un peu de quoi il s'agit. Est-ce que vous vous retrouvez je m'excuse de prendre en fait, de me permettre de poser la question, vous vous retrouvez face à un diplôme, carrément vous passez le bac, Inch'Allah, bientôt, est-ce que vous vous projetez à passer le bac par exemple d'une manière à distance et vous ne vous retrouvez pas? Quelle est votre perception? Je dis bac, mais c'est en fait nous on est là pour bien après, bien sûr, mais juste pour avoir le contexte actuel. Quelle est votre perception? Est-ce que vous êtes avec? Est-ce que vous adhérez? Quelles sont les choses qui vous intéressent le plus en posant cette question? Voilà. Si vous avez un élément de réponse rapidement avant de répondre à votre question, pour l'évaluation, ben, effectivement l'évaluation, quand on parle de l'évaluation en termes... Vous avez des réponses? Vous voulez tendre un micro peut-être? C'est le premier. Allez-y, allez-y. Il est juste devant, merci. Voilà. Le micro arrive. Oh, c'est l'autre personne. Il est là. Vous pouvez pas lever la main, merci. Bonjour. Je pense personnellement que faire un sondage comme ça peut vous donner une idée de ce qu'on pense, mais je pense que donner l'opportunité déjà avec les MOOC et avec les autres moyens de la cyber-éducation, c'est déjà une grande opportunité pour nous. Moi personnellement, je pense que ça peut ouvrir beaucoup de voies puisque ça réduit un grand nombre de problèmes, notamment pratiques et techniques, notamment la présence physique à certains cours. C'est plus pratique de rester chez soi et peut-être ça peut permettre un cursus multidisciplinaire, s'inscrire à plusieurs MOOC en même temps par exemple. Je pense personnellement que ça peut ouvrir énormément de voies et permettre de développer la connaissance et des compétences, un savoir-faire mais je pense par contre qu'il n'y a pas justement de suivi. Si à distance, je ne pense pas qu'il y ait énormément de suivi. Voilà, ça c'est mon avis. Merci. Excellent. C'est juste un exemple pour dire que c'est pour vous montrer que les étudiants nous dépassent de très loin. C'est pour dire qu'effectivement, nous par exemple à la fac de médecine, on s'est retrouvé, moi, juste une modeste expérience en matière de e-learning. J'avais mis mon cours avec des questions d'auto-évaluation et des supports, des forums, etc. Les étudiants étaient vraiment ravis d'interagir dans la plateforme. C'était vraiment excellent, à tel point qu'un étudiant est venu me dire, et c'est là où je voudrais attirer un tout petit peu votre attention, un étudiant est venu me dire, monsieur, c'est excellent tout ça, malheureusement on a une seule matière qui est sur la plateforme, mais s'il vous plaît, est-il possible de la convertir sur Facebook? Alors là, ça m'a fait un petit tilt en disant, mais on se lie aux moyens, on se lie à quoi exactement? C'est-à-dire convertir la plateforme sur Facebook. Facebook était beaucoup plus intéressant en matière de relations de réseau, plutôt que le moyen en soi. La plateforme en soi, c'est une plateforme e-learning, Moodle, que tout le monde connaît. Donc on ne pouvait pas bien entendu convertir tout ça sur... en fait, c'était pas du tout le but. C'est pour vous dire qu'il faut faire très attention, ne pas se lier aux moyens et laisser l'objectif. Et ça, c'est important. C'est ce que je disais au tout début, mais c'est très très important pour... Alors, pour répondre à votre question concernant l'évaluation, effectivement, l'évaluation, on a un peu de mal à évaluer un étudiant à distance quand les conditions ne sont pas remplies. Mais bien sûr, il faut garantir que toutes les conditions sont là. Jusqu'à maintenant, ce que je sache, en fait, en tout cas, dans le contexte marocain, on peut très bien faire carrément un diplôme universitaire à distance, mais par contre, dans l'évaluation, on est amené à le faire en présentiel. Et ça, même en France, je sais qu'il y a beaucoup de... en tout cas, moi j'ai beaucoup d'étudiants qui font des masters, mais lors de l'évaluation, c'est beaucoup plus présentiel. Justement, avant de la parole, M. Benamou, ça demande aussi une relecture de l'examen en soi, du cours et des données qu'on peut attendre. On ne va pas redemander une récitation de cours, c'est là où finalement l'ingéniosité de l'étudiant va être mise à contribution.
Et effectivement, alors justement, on remet en cause un peu, on ne demande pas du tout à l'étudiant d'être un transporteur de connaissances, pas du tout, loin de là. Parce que là, on le voit par exemple, quand on pose même des types de questions en QCM par exemple, on se rend compte que les étudiants ne voient même pas les cours. Ils ont maintenant des buddies comme ça de QCM, ils font des bouquins de QCM. Ils n'apprennent pas les cours, ils apprennent plutôt les QCM. Ça vraiment, c'est anti-pédagogique. Alors par contre, quand on les fait venir en présentiel, c'est là où il y a le challenge sur les compétences. Si on va pouvoir, par exemple, les évaluer sur un geste à faire, par exemple en médecine, on va leur demander de faire, par exemple, une ponction, c'est pas à distance qu'on va pouvoir le faire. Ils voient bien la vidéo, ils ont vu la vidéo en train de faire un geste donné, mais bien sûr, il faut qu'ils soient en présentiel parce que c'est un futur médecin qui va pouvoir, bien entendu, entreprendre une personne qui souffre. Donc il faut qu'on évalue quand même sa compétence, et ça c'est important. Les MOOC, donc, finalement, complémentaires à l'enseignement traditionnel. Monsieur Benamou, je vous ai réagir à l'intervention du jeune étudiant. Oui, je me dis toujours qu'il faut apprendre des étudiants. Que cette intervention nous apprend que finalement, les étudiants sont dans le coup des MOOC beaucoup plus qu'on imagine, tout de suite. C'est-à-dire que le temps, l'accélération, ce qui est un phénomène très très lié au numérique, c'est l'accélération et l'appropriation extrêmement rapide des processus qui, il y a 2 ans, n'existaient quasiment pas. Donc le MOOC s'est sorti il y a à peine 2 ans. Hein, quelques travaux un petit peu avant, mais l'explosion médiatique des MOOC et l'intervention des grandes universités dans cette affaire, avec des intentions variées. Hein. C'est pas forcément, quand le MIT et les grandes universités américaines se disent qu'elles vont faire des cours gratuits, il faut se poser des questions, pourquoi je suis pas, je crois qu'on est tous conscients qu'il y a un phénomène des marques qui vont chercher ces gens-là, on leur dit, ah mais si vous voulez venir à Stanford, on vous offre une bourse. Parce que là, ils ont détecté une perle précieuse, une intelligence, ça a une valeur considérable. Eh bien, ils vont donc aller recruter ces intelligences et les amener dans le système dans lequel ils travaillent. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se laisser pomper, si vous voulez, si je m'exprime comme ça, les cerveaux de la planète à des fins qui sont particulières. Il faut que des pays comme le Maroc, notre pays, la France, conservent ces cerveaux, parce que sans ça, on sera complètement absorbé et dépassé par tout ce qui sera produit par les autres pays plus puissants que nous. Hein, c'est comme ça. Et surtout s'ils prennent les intelligences. Alors moi je crois beaucoup à ce qu'a dit en même temps notre ami étudiant, c'est que l'idée c'est que l'offre universitaire, l'offre de l'accès soit la plus libre possible, qu'on puisse se tester, qu'on puisse savoir, et ça c'est l'intérêt de ces fameux MOOC connectifs. Hein. C'est-à-dire qu'on ne vous aide pas, on vous dit si ça vous branche, allez-y. Et si vous êtes compétent, why not, hein. Si vous allez montrer que vous avez un talent, et à ce moment-là vous allez poursuivre. Donc ça entre dans l'orientation. Donc à votre âge, avant l'université, c'est important de se dire tiens, là j'ai peut-être mes chances, je vais pouvoir y aller, et ça m'intéresse, et je vais pouvoir montrer déjà que j'ai une aptitude pour le faire. Et le système des MOOC dans l'orientation des jeunes étudiants avant l'université, c'est une piste sur laquelle on travaille beaucoup avec le ministre français de l'Éducation, avec Vincent Payon, et avec la ministre de l'Enseignement supérieur, parce qu'il faut bien qu'il y ait un lien entre le lycée et puis ensuite les orientations vers les études supérieures. Voilà, donc c'est... Mais en même temps, c'est cette richesse de l'offre universitaire, de l'accès au savoir, qui est maintenant une caractéristique sur laquelle, manifestement, il y a un phénomène très intéressant. Après, il faut aller vers, peut-on mieux accompagner dans le cursus vraiment universitaire des étudiants. Alors, moi j'ai l'expérience, puisque ça fait, depuis 2008, j'ai mené avec le ministère français des Affaires étrangères ce qu'on appelle un fonds de solidarité prioritaire pour les formations dans le domaine médical sur les pathologies de la mère et de l'enfant. Parce qu'il y a la mortalité maternelle et infantile dans un certain nombre de pays est considérable, entre l'accouchement difficile, les naissances difficiles, les problèmes de malformation, etc. Donc il faut mieux former les sages-femmes, les médecins accoucheurs, les médecins généralistes dans les pays en développement. Et pendant donc 4 ans, maintenant ça se poursuit sans l'aide financière de la France, on a créé des diplômes universitaires internationaux à distance,
en lien avec les facultés de 17 pays d'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien pour donner des diplômes de formation universitaire en réanimation néonatale, en accouchement difficile, etc. Une dizaine de diplômes universitaires. Donc on peut, avec le numérique, améliorer considérablement l'accès à ces formations-là, avec des outils virtuels, avec de la simulation. Évidemment, ça joue énormément parce qu'on ne peut pas faire soi-même un acte réel sur le vrai patient. Le simulateur est un système extrêmement intéressant. Et donc, voilà, et ça marche très bien. On a entraîné ces formations qui n'existaient pas, en particulier, par exemple, au Burkina Faso, au Mali, dans un certain nombre de pays, mais également, on a travaillé d'ailleurs avec le doyen Yazidi, le patron de la faculté de médecine de Marrakech. On a pu, dans ce domaine, montrer qu'on pouvait aussi jouer dans la solidarité sud-sud, et qu'une faculté de médecine comme celle de Marrakech, qui a un niveau de développement supérieur à celle d'un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, peut jouer un rôle dans le fait que le Maroc, ou la Tunisie, ou les pays d'Afrique du Nord, peuvent jouer un rôle intéressant pour améliorer les formations d'Afrique subsaharienne dans les pays les plus en difficulté. Et on fait donc jouer la solidarité nord-sud, mais également sud-sud. Et je crois que ça, c'est un des aspects importants de ce que peut apporter aujourd'hui la révolution, la cyber-université, ou la révolution du numérique éducatif dans l'enseignement supérieur et dans les formations. Alors, monsieur, on a une question d'un élève, allez-y, avant de passer effectivement au profil de motivation. J'aimerais vous demander une question. Oui. Vous avez deux profils. Il y avait deux profils. Deux personnes. Parlez pas. Vous avez deux personnes, le choix entre deux personnes. Un qui a passé le e-learning et en mode, et un autre qui n'a rien fait de ceci. Ils ont le même rôle, ils ont fait le même cursus, ils ont fait le même cursus. Lequel choisirez-vous? Si on doit choisir, c'est pas par le... Ils ont la même compétence. C'est juste on choisit en fonction de la compétence, pas par le système de formation par lequel ils sont passés. Je pense qu'ensuite, si vous voulez, le système d'évaluation reste le même. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de résoudre cette patiente à un enfant prématuré qui va naître dans telle ou telle condition, quelle est la solution au problème que vous apportez? Est-ce que si vous avez eu une formation A, une formation B, et que par la formation numérique, à distance, etc., vous apportez la bonne solution, c'est à vous que je donnerai le diplôme. Et si celui qui a eu une formation traditionnelle est incompétent, ce qui compte finalement, c'est Monsieur le Président, c'est peut-être le système d'évaluation que vous employez, c'est devant la réalité des problèmes, comment vous les résolvez. Non, je suis tenté de dire, on prendra les deux, là, il n'est pas là. Et on prendra les deux, Non, c'est sûr. Non, mais je vais vous poser la question. Peut-être que vous parlez. Il y a un problème de micro. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui. Si, ça marche. Celui-là. Peut-être qu'on parle d'une autre approche ici. On parle d'une approche entre un système qui est un peu ancien et qui a ses bases, et un autre système qui n'a aucune base réelle. Vous, en tant qu'employeur, vous avez ces deux personnes. L'un qui a derrière lui une vraie base, et un autre qui n'a aucune base derrière lui. Lequel choisirez-vous? Vous comprenez ma question? Oui. Bon, je vais répondre. Je suis dans la GRH, je suis dans la gestion des ressources humaines, donc je suis proche un peu des recruteurs, et donc je peux prendre un peu la peau d'un recruteur. Alors, un recruteur en fait, ne raisonne pas sur la base des moyens, il raisonne sur la base de la finalité. Il a devant lui une compétence. Quel que soit le moyen, en fait, que cette compétence a utilisé pour être formée, ce n'est pas ce qui l'importe, c'est ce qu'il a devant lui comme produit. Bon, maintenant, vous dites que nous sommes devant deux systèmes. Un système qui a une base et un système qui n'a pas de base. Ce n'est pas vrai. Les deux ont des bases. D'accord? Qu'on soit dans la formation à distance ou qu'on soit dans la formation classique, toutes les deux ont des bases, parce que la formation à distance n'est pas venue de rien. Il est venu tout avec un référentiel.
et la formation à distance, bien évidemment, il essaye d'utiliser en fait un nouveau moyen, qui est la nouvelle technologie, pour assurer un certain nombre de conditions favorables, en termes de flexibilité, par exemple, la gestion du temps. Semiraoui l'a dit tout à l'heure, la concentration. Devant un cours de 3 heures, peut-être vous êtes concentré pendant 40 minutes. Et 2 heures, 20 minutes, c'est du temps perdu. Si vous choisissez d'aller suivre une formation à temps T devant un ordinateur, c'est que vous avez pris vous-même cette décision. Et donc, le temps durant lequel vous êtes devant l'ordinateur, vous êtes concentré. Donc, il y a une optimisation au niveau de la gestion du temps, au niveau de la mobilité, au niveau de la circulation aujourd'hui qui pose problème. Nous avons eu, moi j'ai eu un étudiant en master GRH. Il vient d'être diplômé l'année dernière. Il travaillait à Fès. Et il était en formation continue. Et les cours avaient lieu pratiquement chaque soir. Sinon, 3-4 fois par semaine. Il vient de Fès pratiquement chaque jour. Il reprend la route à 4 heures du matin pour être dans son bureau. Il a suivi la formation pendant 2 ans. Il est fonctionnaire de l'État. Et bon, c'est vrai qu'il y avait une motivation parce qu'il n'y avait pas de formation en fait en GRH qui est reconnue comme diplôme national, qui permet l'évolution, parce que là il y a toute une problématique au niveau de la formation continue. Il a fait si il pouvait le faire dans le cadre d'un système e-learning, ça lui aurait beaucoup facilité la chose. Et au lieu d'avoir une seule personne, on aurait pu peut-être avoir 20 ou 30 différentes régions du Maroc. Donc, il y a un certain nombre de conditions qui deviennent plus favorables, et c'est essentiellement ça qui est important. Mais la finalité, c'est d'avoir des compétences. Et les compétences, aujourd'hui, on les connaît. Bien évidemment, il y a toute la dimension technique qui est fondamentale, ce sont les connaissances, mais de plus en plus, il y a la dimension humaine et comportementale qui acquiert un poids plus important dans le profil, dans la compétence. Et bien évidemment, dans la mesure où la formation à distance permet également d'agir sur ces dimensions, à travers la communication, à travers des rencontres séquentielles pour agir sur le comportement, le moyen importe peu, c'est la finalité. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les deux ont des bases et toutes les deux forment une compétence, et c'est la compétence qui prime et non pas le moyen. Justement, merci M. Korat. Je reviens vers vous, M. Semiraoui. Voilà, on a présenté un peu le profil de ce qui est mené, et on sait que pour un cursus normal, classique, universitaire, il faut du sérieux, du travail, de la motivation. Quel type de profil on pourrait imaginer pour l'étudiant du XXIe siècle dans cette université? Quelles seront ses motivations? Comment doit-il faire une recherche? Quel sera son appétit quelque part d'apprendre avec la technologie? D'abord, un étudiant motivé, et qu'il choisisse sa destinée, qu'il ne la subit pas, qu'il sache exactement où il veut aller. On a aujourd'hui des parcours d'orientation qui permettent aussi de changer d'avis si jamais on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne direction. Et puis, je le dis entre guillemets, un étudiant qui soit curieux et en même temps branché, parce que de toute façon, l'avenir, faire face à la numérisation. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'en parler simplement pour avoir des cours, mais on va bientôt l'avoir dans nos maisons, dans nos frigos. Si vous lisez de temps en temps un petit peu les revues scientifiques. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se transformer. Je dis que vous êtes la génération de la transformation. Et un pays comme le nôtre n'a pas le choix. Ou alors on se transforme en même temps avec vous, et que vous aidez aussi le pays à manipuler toutes les nouvelles technologies, ou alors on va rester et on va de nouveau faire appel à des pays étrangers pour nous amener la technologie et nous aider à la développer. Alors qu'on est en train de parler, on a introduit les mots qu'aujourd'hui on en parle. On est au même niveau aujourd'hui, si je prends par exemple l'université Qadariya, on est au même niveau que les universités internationales francophones. Je prends par exemple la France. Là aussi, vient de démarrer, ils sont comme nous, et on est leader pratiquement dans tous les pays africains. Et donc, parce qu'on en a besoin. Et je rappelle simplement que les innovations, quand vous entendez parler d'innovation, toutes les innovations sont venues parce qu'il y avait un certain nombre de mesures. Et on estime à 60% des innovations sous contrainte.
on a innové parce qu'on n'avait pas le choix. C'est comme si vous mettez quelqu'un dans une forêt, c'est exactement le même phénomène. Et aujourd'hui, nous, on est en train de suivre, j'allais dire un peu un mouvement scientifique, technologique, numérique international, mais parce qu'on est aussi sous contrainte. Parce qu'on se doit absolument d'y être, et on a la chance d'avoir une génération. Parce que moi, je me vois manipuler, vous écrivez le SMS en 2 secondes. Alors que nous, on est en train de chercher le caractère. Et donc, vous nous obligez en quelque sorte à suivre ça. Par contre, personnellement, je ne crois pas au numérique. Tout seul. L'hybride. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut hybrider. Il faut une partie en présentiel, il faut une partie à distance. Et il faut qu'on change de paradigme en ce qui concerne la pédagogie. Il faut qu'on change complètement d'esprit, et ça, vous allez nous y aider. Je vous donne juste une petite anecdote. Lorsqu'on a commencé à faire le MOOC dans notre université, les étudiants n'étaient pas au courant. Et lorsqu'on a sorti les premiers modules, à chaque fois que je me suis déplacé quelque part, j'ai eu des étudiants qui me rencontrent, qui me disent « Mais monsieur, et pourquoi pas nous ? Et pourquoi pas nous ? Et pourquoi pas nous ?» Parce que tous les étudiants ont commencé à comprendre que c'est un outil extraordinaire, où ils voient le prof, où ils voient les slides, les transparents, et bien évidemment, il a tout ce qu'il faut. Alors tout à l'heure, on a présenté juste un petit TP, mais vous allez voir des cours de physique, vous allez voir des cours de maths. Je vous invite à y aller, vous allez voir des cours de droit, d'économie, et vous allez vous apercevoir que comme si vous y étiez, et en même temps, le prof concentre son cours que sur la partie qu'il faut retenir. Parce que souvent, maintenant on est en train de parler, je vous parle, mais vous allez retenir 10% de ce que je dis. Non, j'entends, je veux dire, les idées les plus percutantes. Et dans un cours, c'est pareil. Quand vous avez un cours, le professeur, lui, il est obligé de ratisser un peu plus large pour être sûr que tout le monde comprenne. Parce que tous, vous n'êtes pas au même niveau. Mais par contre, quand on est devant une caméra et on est en train de scénariser le cours, parce qu'on ne vient pas simplement comme ça pour faire le cours, on scénarise comme un film. Tout est bien positionné. Le réalisateur, il dit, toi tu vas dire ça et tu vas t'effacer. Toi tu vas dire ça. Et donc le professeur, il fait un scénario de son cours, et c'est pour ça qu'il va aller droit au but, sauf s'il désire de ne pas toucher à un phénomène parce qu'il veut vous en parler plus tard. Et donc, voilà, rien qu'avec ça. Par contre, on a parlé tout à l'heure d'évaluation. Il y a 2 niveaux d'évaluation. Il y a l'évaluation pour savoir si vous avez bien compris. Donc il faut bien qu'on vous note. Et nous, le mot qu'on a choisi n'est pas encore dans cette dimension-là. On ne veut pas encore aller là. Et puis il y a l'évaluation pour savoir, est-ce que nous, ce qu'on vous a transmis, ça a servi à quelque chose? Est-ce que vous avez compris? Quel est votre avis? Et donc aujourd'hui, les mots qu'on a mis en place, nous, les professeurs, ils nous disent, moi j'ai envie de savoir, finalement, est-ce que ce que j'ai fait est bien ou pas bien, et qu'il faut que les étudiants, tout anonymat, puissent nous dire ce qu'ils en pensent. Alors vous savez que ça, il y a beaucoup de réticences. Il y a aussi des professeurs qui ont souvent peur aussi que vous ayez un peu plus loin, parce que là, dès qu'on donne la feuille blanche à un étudiant, des fois, il y en a qui s'amusent à faire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, on a besoin de votre évaluation. On a besoin de votre retour pour savoir si on a bien fait, si vous avez bien compris. Donc on est à 2 niveaux. On a l'évaluation de ce que vous avez perçu, et puis on a l'évaluation pour dire si vous avez l'unité de valeur, si vous avez le module ou non. Et aujourd'hui, on n'est pas encore là. Vous avez entendu parler probablement de ce qu'on fait comme MBA, les MBA, les Master Business Making, voilà, il y en a maintenant quelques-uns sur le plan international, et que les gens se rencontrent une semaine, tous les 2 mois, je crois, quelque chose comme ça, en présentiel. Et tout le reste du temps, c'est à distance. Et à distance, avec un MOOC, et puis en même temps avec une plateforme. Vous allez rentrer avec un forum, vous savez très bien faire ce genre de truc, parce que vous manipulez bien Facebook, et donc vous envoyez les informations. Il y a même des professeurs aujourd'hui qui font Facebook, pour que vous posiez les questions, pour que vous puissiez répondre. La plateforme elle-même, ou l'outil lui-même, n'est pas le plus important. C'est pas le plus important, c'est ce qu'on veut vous transmettre et comment vous réagissez. Et tout ce qui est plateforme, ça, on trouve le nécessaire. Nous, dans notre université, on a choisi une plateforme interne, parce qu'on est pressé, parce qu'on allait droit au but. Et par contre, la France a choisi de mettre le paquet, ce qu'on appelle fun. Les Américains ont mis Coursera.
Nous, on n'est pas encore dans cette dimension. On veut juste vous transmettre ce que les professeurs font comme cours pour que vous puissiez avancer. Bien, merci. De toute façon, le débat continue et les observants vont tâcher de répondre à vos interrogations. Allez-y, madame. Bonjour, merci de partager avec nous vos expériences et merci. Ne pensez-vous pas que ça risque d'estomper les relations humaines dans quelques années, à force d'être devant un ordinateur et tout? Nous, être humain, on a besoin de communication, d'être devant une personne, de parler, et là, ça risque d'estomper, quoi. Et c'est pas. On prend 3-4 questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça où on pourrait effectivement faire une réponse synthétique? Allez-y, monsieur, qui veut prendre la parole? Allez-y, un petit peu de courage, si l'université ne vous intéresse pas. Moi j'aurais été. Oui, allez-y, monsieur. J'avais déjà une question, mais je sais déjà répondre. Allez-y, tout d'abord, on a déjà assisté à des conférences qui concernent l'orientation des études, principalement l'étudiant marocain. Et ça reste toujours des paroles dites, généralement. La problématique lancée est-ce que ce système MOOC ou la cyberéducation est pratiqué au Maroc? Je pense que c'est déjà répondu et c'est oui. Bonjour. Est-ce qu'on va sortir de cette table ronde s'il n'y a rien? Ici, je parle de vrai MOOC. Est-ce que c'est certifié et concerne toutes les branches? Je parle économique, juridique, scientifique, mathématiques et physique. Voilà. J'adresse ma question à qui de vous de répondre, bien sûr. Quelle est la conséquence de l'instauration des MOOC et des autres moyens de la cyberéducation sur la sélectivité concernant les étudiants? Je veux dire par là que si on adresse un cours à un public très large, est-ce que le contenu de ce cours sera accessible ou est-ce qu'il sera très sélectif? Voilà. Merci. Donc 3 questions. La première sur le contact humain et l'approche pédagogique. Deuxième question, la validation des diplômes. Et puis troisième intervention sur l'efficacité de l'approche. La déshumanisation. Voilà, exactement. L'humanisation des contacts. Je vais essayer de répondre d'abord à la question sur la sélectivité. Hein, c'est ça écoutez, la sélection des étudiants, c'est un peu une des caractéristiques des MOOC, c'est qu'on ne vous demande pas de donner patte blanche pour entrer dans un cours. Votre prérequis, c'est votre affaire. Si vous vous sentez d'attaque pour passer à un niveau dans un domaine extrêmement pointu, on vous dit, allez-y, why not, montrez-le. Donc c'est un peu, on casse les modèles académiques classiques. C'est-à-dire, on ne vous demande pas si vous avez passé les prérequis. Et donc ça c'est une vraie révolution. Hein. Donc, et ça remet en question un peu le processus de sélection académique. Là, on pourrait dire que c'est une sélection à l'envers. Vous entrez dans le cours, allez-y. Et si vous montrez que vous êtes bon, eh ben, on va vous donner même un encouragement, voire une bourse pour y aller. Voilà. Alors c'est un vrai débat institutionnel. Quelle est la place qu'on va donner à ça? Et c'est en même temps, c'est un autre sujet. C'est est-ce que, par exemple, avec le système européen des crédits de validation, des ECTS, hein, de transfert des crédits, est-ce que vous suivez un MOOC par exemple, de Stanford pendant 3 mois? Est-ce que à l'université d'ici, de Rabat, on dit les 3 mois que vous avez passé le MOOC que vous avez suivi, eh bien, on vous le valide, ça vous donne tant de crédits sur le parcours de Rabat. Et ça, c'est une question institutionnelle également, qui n'est pas encore réglée par beaucoup d'établissements. Donc, je pense qu'on va avoir ce genre de problème à résoudre. Qu'est-ce qu'on accepte d'externaliser comme processus de formation d'étudiants? Et après, dans quelle maquette? Vous voyez, parce qu'après, vous faites 3 mois dans un truc. Dans une formation, il y a il y a une palette de choses que vous devez normalement avoir suivies. Eh bien, est-ce que ça vaut pour tant? Et votre université, votre étudiant vous dit, ok, bravo, vous avez réussi, bravo. En même temps, vous avez aidé parce que quelque part, vous avez soulagé le système universitaire local. Donc, ça peut être une forme de réponse. Alors, deuxième question, c'était la déshumanisation.
C'est toujours le problème du virtuel. Est-ce que quand vous êtes sur le réseau social, vous augmentez la communication avec un très très grand nombre de personnes et ça vous apporte quelque chose, ou est-ce que vous préférez rencontrer votre voisin de palier et parler avec lui? C'est aussi l'humanisation dans les rapports humains par le biais de la communication à distance. Est-ce qu'elle vous apporte plus que dans le lien direct? Je pense que, à mon sens, après il va y avoir des choix personnels qui vont s'opérer, c'est-à-dire que certains vont préférer avoir un moment de dialogue présentiel, comme on dit, plutôt qu'un moment de dialogue à distance, mais qui lui va peut-être ouvrir beaucoup plus largement les portes à un très grand nombre de relations avec des relations qui, a priori, auraient été impossibles autrement. Donc vous augmentez vos possibles, mais quelque part vous perdez quelque chose. C'est toujours le problème de l'évolution humaine. Hein. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Et on perd toujours quelque chose. Donc la réponse n'est pas univoque. Voilà. Je crois qu'il y avait une troisième question, je ne me rappelle plus laquelle. Oui, enfin, la troisième concernait l'efficacité, justement. Monsieur Comas. Mais peut-être on va passer la parole à... Oui, en fait, tout d'abord, par rapport à... en fait, il y a eu l'avant-dernière question par rapport à quel est l'état des lieux au niveau de l'université. Est-ce que demain, vous allez intégrer l'université, vous allez trouver tous les cours sous forme de mots, etc. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il s'agit un peu de vous sensibiliser sur une dynamique que connaît l'université marocaine. Si demain vous êtes à l'université, vous allez entendre parler des mots. Il y a des enseignants qui vont peut-être vous appeler à intégrer un peu une nouvelle manière d'enseigner à travers les mots, etc. Il faut que vous soyez au courant. Ne vous attendez pas à ce que demain l'enseignement au niveau de l'université marocaine se fait à distance. Non, on n'est pas encore là, d'accord? Mais il faut que vous sachiez de quoi il s'agit. C'est important que futur étudiant universitaire. Le deuxième volet, la relations humaines. C'est fondamental parce que c'est vrai, la formation à distance ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai, les mots qu'on en parle aujourd'hui. La formation à distance a des dizaines d'années à travers différents moyens. Il y avait la formation par correspondance, il y avait un certain moment par vidéocassette, par enregistrement radio. Donc ça existe depuis longtemps. Et c'est vrai, le reproche qui a toujours été fait à la formation à distance, c'est le manque un peu de cette touche humaine, ces relations humaines. Alors qu'en est-il aujourd'hui en termes de réflexion, parce qu'on est en étape de réflexion? C'est que un étudiant, en fait, à travers le contact avec son milieu de formation, il y a essentiellement trois axes d'intervention. Il y a les connaissances, le savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, principalement. Le savoir, ce sont les connaissances que vous avez à travers des cours magistraux, dans des définitions, des concepts, etc., etc. Ça, moi je crois que le e-learning, les MOOC, peuvent prendre un peu le dessus sur le présentiel, parce qu'il s'agit d'encourager un certain nombre de connaissances. Lorsqu'on va vers le savoir-faire, c'est-à-dire la pratique, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Tout à l'heure, Miraoui a présenté un cas d'une démonstration d'un travaux pratique qui peut se faire à travers les mots. Et toujours est-il, pour certains aspects, et ça a été dit également, un acte médical, même si on l'apprend d'une manière virtuelle, il va falloir quand même le pratiquer d'une manière réelle, et peut-être devant un médecin, devant un encadrant, un professeur, c'est important. Maintenant, le savoir-être, l'aspect comportemental, c'est-à-dire comment travailler avec les autres, le travail en équipe, la dynamique de groupe, la communication interpersonnelle, comment prendre du leadership sur les autres, comment gérer les autres. Ce sont des dimensions humaines qui, certainement, peut-être au niveau des principes de base, on peut les inculquer via la formation à distance, mais qui ont besoin à ce qu'il y ait du contact humain. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure par le professeur Miloui, le système qu'on privilégie, c'est un système hybride, c'est-à-dire qu'il n'est pas à 100% à distance. Il faut qu'on utilise la distance là où on peut optimiser en termes de temps, mais il faut que l'étudiant ait un contact avec l'enseignant
aussi bien pour les connaissances et le savoir-faire, mais essentiellement pour le savoir-être, ça reste fondamental. Donc il ne s'agit pas de couper tout à fait la dimension humaine, la dimension relationnelle, mais d'optimiser les ressources, aussi bien professoral qu'étudiant, d'optimiser le temps pour un meilleur apprentissage et pour, bien sûr, agir mieux sur nos compétences. C'est ça la finalité. Et donc il ne s'agit pas de le faire, de prendre un volet au détriment de carrément casser le volet humain qui est fondamental. Voilà donc par rapport à deux questions et puis je ferai la... Oui, monsieur. Si vous permettez, moi, rapidement, alors, en fait, j'ai constaté qu'il y a une composante commune entre les questions qui ont été posées, à savoir, vous, en tant qu'étudiant, vous devez, en fait, vous sentez qu'il y a un manque de... Vous n'êtes pas rassuré, en quelque sorte. Est-ce que ces diplômes sont reconnus ou pas? Est-ce que ça se pratique ou pas? Donc, il faut que vous ayez une certaine assurance pour que on a compris que vous adhérez à 100% au processus, mais bien entendu, il faut que ça soit bien sûr reconnu. Et bien sûr, demain, voir des gens qui ont eu leur doctorat sur des MOOC et qui travaillent dans des entreprises et qui sont vraiment, ils s'en allaient très loin. D'autre part, deuxième intervention, en fait, concernant, ça m'a fait beaucoup plaisir que vous posiez la question sur les relations humaines. Ça prouve que vous avez vraiment un certain sens derrière, parce que les réseaux sociaux, en fait, pourquoi il y a eu tel embrouillement concernant les réseaux sociaux, c'est qu'il y a trois composantes majeures. Il y a l'anonymat, il y a le virtuel, il y a l'instantané. Et on est rassuré en quelque sorte, derrière notre micro, on se connaît, etc. On ne se voit pas. Mais on a développé dans la société le soi dominant par rapport face au nous. Et vous avez parfaitement raison. Et c'est pourquoi, moi, personnellement, je dirais que toutes ces connaissances qui sont devenues numériques, maintenant, sont obligatoirement à compléter par un certain humanisme numérique qu'il faudra qu'on construise ensemble. Et ça, c'est très, très important pour notre société. Merci à vous. Ainsi prend fin la première table ronde de la troisième édition des JVE. On remercie monsieur Nami. Je rappelle que vous êtes vice-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie. Merci à vous. On remercie également monsieur Abdel Komat, vice-président de l'université Hassan II. Merci à vous. Également monsieur Albert, que l'instant exactement un quart d'heure, vous aurez rendez-vous avec la table ronde numéro 2 qui aura pour titre ou thème le nouveau paradigme numérique de la grande école dans quelques instants. Merci.